Sous le vent sec du Sahel, un pari inattendu prend forme. Ibrahim Traoré défie les sanctions internationales en misant sur une racine modeste, le manioc. 2 chiffres suffisent à mesurer la rupture. Une production triplée en 6 mois et plus de 100 millions de dollars de revenus. Mais au-delà de l'économie, une question s'impose. Comment une plante si commune peut-elle redéfinir le destin d'un pays tout entier ? Face à la crise alimentaire mondiale, Ibrahim Traoré promet de transformer la dépendance en souveraineté. Il annonce que le Burkina Faso se nourrira grâce à ses propres ressources locales, une promesse audacieuse dans une région habituée aux cargaisons d'aide internationale. Ce plan n'est pas qu'économique, il touche à la dignité nationale et à la confiance d'un peuple envers sa terre. En choisissant le manioc, culture endogène résistante à la sécheresse, Traoré introduit une idée radicale. L'indépendance alimentaire comme bouclier géopolitique. Les observateurs occidentaux parlent de populisme, mais sur le terrain, les agriculteurs s'organisent, motivés par la fierté. Chaque bouture plantée devient un acte de résistance. Et si cette expérience fonctionnait ici, dans le cœur aride du Sahel, combien d'autres nations africaines oseraient suivre cet exemple ? En 6 mois à peine, le Burkina Faso a inversé le cours de son histoire agricole. Plus de 300 000 tonnes de manioc transformées, évaluées à 100 millions de dollars, quittent désormais ces sols desséchés. Ce retournement fulgurant, né d'un embargo occidental, a surpris même les sceptiques les plus endurcis. Avant 2024, les cargaisons de céréales européennes rythmaient la survie nationale. Quand les sanctions ont paralysé les importations, les marchés se sont vidés et les greniers sont restés pleins de récoltes invendues. Là où beaucoup voyaient un effondrement, Ibrahim Traoré a vu une brèche. Cultiver ce que personne ne peut interdire. En quelques semaines, des soldats paysans et des ingénieurs agricoles ont retourné les terres inutilisées, plantant du manioc dans 12 provinces. Les coopératives locales, soutenues par des pompes solaires et des routes réhabilitées, ont transformé la crise en laboratoire d'autonomie. L'équation est claire, sanctions, pénurie, innovation, résilience. Ce processus a redonné sens au mot souveraineté. Produire, transformer, exporter, sans dépendre d'autrui. Ainsi, le pari d'Ibrahim Traoré dépasse l'économie. Il marque la reconquête d'une fierté collective, la preuve tangible qu'une nation africaine peut se relever en cultivant ses propres racines. Dans le village de Kougou, à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso, l'histoire prend un visage concret. Idrissa, un jeune agriculteur de 27 ans, a perdu son contrat de maïs après l'embargo. Plutôt que d'abandonner, il vend son vieux tracteur pour acheter des boutures de manioc. 3 mois plus tard, son champ nourrit le marché local. Son succès attire d'autres jeunes, lassés d'attendre des subventions. Ce micro-récit illustre l'effet d'entraînement voulu par Ibrahim Traoré. L'État a distribué des plans gratuits, mis en place des formations accélérées et envoyé des camions militaires pour livrer des boutures dans 12 provinces. Des ingénieurs maliens et vietnamiens ont aidé à installer des systèmes d'irrigation solaire. En quelques semaines, la campagne s'est transformée en chantier collectif. Les champs désertés ont retrouvé vie. Les villages, autrefois dépendants des aides humanitaires, produisent désormais pour eux-mêmes. Les résultats dépassent les attentes. Dans plusieurs régions, le manioc remplace le blé importé. Les coopératives naissantes transforment la racine en farine, en amidon, en éthanol. Des emplois surgissent, une économie parallèle se structure, portée par la conviction que la faim n'est pas une fatalité. Et la leçon, simple mais puissante, s'impose. L'autonomie commence là où la résignation s'arrête. Tout a commencé dans la confusion. L'embargo occidental de 2024 a paralysé les importations, bloqué les ports et figé les marchés. Les silos étaient pleins mais inutiles, les camions n'avaient plus de destination. Les producteurs attendaient, les prix s'effondraient et les familles craignaient un retour à la faim. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré a convoqué son équipe. Dans une salle exiguë du palais de Ouagadougou, il prononce la phrase qui deviendra symbole « Nous mangerons ce que nous planterons ». Les ministres restent incrédules. En quelques heures, un plan d'urgence est esquissé. Identifier les terres inutilisées,
mobiliser les soldats, relancer les coopératives locales. Dès la semaine suivante, des unités de l'armée sont envoyées sur le terrain. Les uniformes se mêlent au boubou des paysans. Les villages voient arriver des camions chargés de boutures, de réservoirs d'eau et de kits solaires. Chaque district reçoit une mission. Cultiver du manioc, quoi qu'il arrive. Ce n'est plus une recommandation, c'est un ordre national. Le mouvement prend forme. Les premières semaines sont chaotiques. Manque de matériel, de semences, d'organisation. Pourtant, la dynamique s'enclenche. Les réseaux de femmes se mobilisent, les anciens partagent leurs techniques de culture oubliées, les coopératives se multiplient, s'échangent des conseils, créent des marchés parallèles. En mai, les premières pousses sortent de terre. En juillet, les champs verdissent. La sécheresse frappe, mais la plante résiste. Là où le maïs s'éteint, le manioc survit. En août, les ministères publient les premiers chiffres. Les rendements dépassent de 40% les prévisions initiales. Ce signal déclenche une onde de confiance. Dans les villes, les entrepreneurs s'engagent à transformer la récolte. À Bobo-Dioulasso, une usine pilote d'amidon ouvre ses portes. À Kaya, des techniciens montent une ligne d'éthanol. Les radios locales diffusent les témoignages de paysans devenus acteurs du changement. La narration collective s'inverse. La crise n'est plus subie, elle est maîtrisée. En septembre, le Burkina Faso exporte ses premiers lots de manioc transformés vers le Bénin. Le symbole est fort. Ce pays jadis dépendant vend désormais le fruit de son propre sol. L'annonce provoque une onde régionale. Le Ghana, le Mali et le Niger observent. Des délégations viennent étudier le modèle. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas une victoire, mais une étape. Il déclare que l'enjeu dépasse la simple production. Il s'agit de nourrir notre peuple et notre dignité. La phrase résonne dans tout le Sahel. En quelques mois, la trajectoire du pays s'est renversée. Le Burkina Faso ne se contente plus de survivre, il se réinvente. Les campagnes revivent, les villes investissent, la nation se ressoude. Le déclencheur a provoqué le point culminant, l'onde continue de se propager. Les premiers bilans confirment l'ampleur du basculement. En moins de 6 mois, la production de manioc a triplé dans les zones rurales, passant de quelques milliers à 300 000 tonnes. Chaque tonne symbolise la reconquête d'une souveraineté alimentaire longtemps jugée impossible. Ce chiffre ne résume pas tout. Il révèle une mutation logistique et sociale sans précédent. La base était fragile. Avant l'embargo, le pays importait plus de 60% de sa consommation céréalière. Les sanctions ont fait s'effondrer cette dépendance artificielle, obligeant les autorités à réinventer leur chaîne de valeur. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le gouvernement a choisi de financer la relance agricole non par des crédits internationaux, mais par la mobilisation directe des ressources locales. Des fonds issus du budget de la défense ont été redirigés vers les provinces rurales, créant un effet de levier inédit. Deuxième indicateur clé, 4000 emplois ont été créés en 1 an, dont la majorité dans la transformation et la distribution du manioc. Chaque emploi signifie une famille sortie de la précarité et une communauté renforcée. Les coopératives agricoles, au nombre de 12 000, rassemblent désormais plus de 40% de femmes, consolidant l'autonomie économique des campagnes. Ces chiffres traduisent plus qu'une réussite statistique. Ils incarnent un changement structurel du rapport au travail et à la terre. Le troisième repère, énergétique cette fois, est tout aussi révélateur. 120 MW d'énergie renouvelable ont été consacrés aux sites de transformation. Ces infrastructures solaires réduisent la dépendance aux importations de carburant et sécurisent la production face aux coupures fréquentes. En reliant énergie et agriculture, le plan de souveraineté alimentaire d'Ibrahim Traoré crée une synergie durable entre économie verte et autosuffisance. Les retombées sociales sont palpables. Dans les villages, la malnutrition a chuté de 15% entre 2023 et 2024. Les routes réhabilitées, plus de 500 km, permettent d'acheminer les produits vers les usines, puis vers les marchés. La chaîne complète, production, transformation, distribution, est désormais contrôlée par des acteurs burkinabés. Ce delta, entre la dépendance passée et l'autonomie actuelle, raconte plus qu'une croissance agricole, il révèle une transformation politique. Là où d'autres voient une expérience populiste, les données prouvent une stratégie cohérente. L'investissement dans les coopératives, les énergies locales et la formation technique s'avèrent plus rentables que les subventions d'importation.
En moins d'un an, Ibrahim Traoré a démontré que la souveraineté alimentaire pouvait se mesurer en chiffres autant qu'en fierté. Ces indicateurs, souvent réduits à des tableaux économiques, traduisent une vérité simple. Lorsqu'un peuple cultive sa résilience, les statistiques deviennent des preuves de dignité retrouvée. Les critiques ne se sont pas fait attendre. Pour une partie des analystes internationaux, le plan d'Ibrahim Traoré repose sur des paris fragiles. Une dépendance au climat, une production trop centralisée et une économie incapable d'absorber les surplus. Selon eux, l'enthousiasme populaire masque une réalité plus instable, celle d'un pays qui mise tout sur une seule culture. Certains évoquent déjà le risque du manioc, arguant qu'un choc climatique ou une chute de la demande pourrait tout effondrer. D'autres voix dénoncent une illusion énergétique. Les infrastructures solaires, coûteuses à entretenir, seraient incapables de soutenir la cadence industrielle à long terme. Le passage à l'éthanol, affirme-t-il, expose le pays à une dépendance technologique nouvelle. Ce discours sceptique, relayé dans plusieurs médias européens, suggère que le Burkina Faso n'aurait pas les moyens d'un modèle durable. Pourtant, les faits racontent une autre histoire. Les coopératives ne dépendent pas d'un monopole étatique. Elles sont gérées localement, souvent par des femmes, avec des circuits courts et une autonomie décisionnelle réelle. L'énergie solaire n'est pas une contrainte, mais une assurance contre les coupures et les fluctuations du pétrole. Le modèle ne repose pas sur un dogme écologique, mais sur une logique d'efficacité pragmatique. Surtout, la diversification est déjà amorcée. Dans plusieurs provinces, le manioc coexiste avec le mil et le sorgho, offrant une résilience climatique élargie. Le plan d'Ibrahim Traoré n'est donc pas un culte du manioc, mais une porte d'entrée vers un nouvel équilibre agro-énergétique. Le débat reste ouvert, et c'est là sa force. Contrairement aux politiques imposées de l'extérieur, ce modèle invite la contradiction et l'ajuste sur le terrain. L'avenir du Burkina Faso ne se jouera pas dans les rapports d'experts, mais dans la capacité d'un peuple à transformer la critique en carburant d'action. Le tournant est atteint. À ce moment du récit, tout change. Le projet agricole n'est plus un simple acte de survie, mais un modèle continental. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso devient un laboratoire de souveraineté à ciel ouvert. Dans les rues de Ouagadougou, les slogans sur les murs ne parlent plus d'aide, mais d'autonomie. Dans les champs, les cultivateurs mesurent le temps non plus en récoltes perdues, mais en hectares gagnés. Ce basculement psychologique est aussi décisif que les chiffres. Pour la première fois depuis des décennies, le pays regarde l'avenir sans attendre d'approbation étrangère. Le manioc n'est plus une racine, mais un symbole, celui d'une indépendance nourricière conquise à la force du sol. Des observateurs africains arrivent du Ghana, du Mali, du Niger. Tous veulent comprendre comment une idée née sous embargo a pu devenir stratégie nationale. Ce n'est plus une exception burkinabé, mais un signal. L'Afrique peut se nourrir elle-même. Et dans ce moment suspendu, une conviction émerge, celle qu'Ibrahim Traoré n'a pas simplement changé un modèle agricole, mais réécrit le sens même de la résistance. Population dans les villages, les effets sont visibles. Les ménages, autrefois dépendants des distributions humanitaires, se nourrissent désormais de leur propre production. Le manioc est devenu l'aliment central des repas quotidiens. Les familles vendent les surplus sur les marchés régionaux, générant des revenus stables. Ce qui était une politique d'urgence est devenu un changement culturel profond. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré a rendu au mot « travail » sa valeur première, celle qui nourrit avant tout. Entreprises et secteurs productifs, les entrepreneurs locaux ont trouvé un nouvel élan. Les petites usines de transformation se multiplient, transformant le manioc en farine, en éthanol et en amidon. Ce tissu industriel naissant a fait émerger des milliers de micro-emplois. À Bobo-Dioulasso, un consortium burkinabé gère déjà 3 unités semi-automatisées. L'État accompagne, mais ne contrôle pas. La logique est celle de la décentralisation productive. Cette confiance nouvelle entre secteur public et privé est l'un des paris les plus réussis d'Ibrahim Traoré. Voisins et effet régional, ECOWAS. Le modèle a rapidement franchi les frontières. Le Ghana, le Bénin et le Mali ont signé des accords de coopération agricole pour échanger semences, savoir-faire et technologies solaires. Les analystes parlent d'un effet manioc,
une contagion positive de souveraineté alimentaire à l'échelle du Sahel. Les pays qui redoutaient la dépendance aux marchés mondiaux découvrent dans l'exemple burkinabé une alternative crédible. Le Burkina Faso devient un pôle de stabilité régionale, non par la force militaire, mais par l'autonomie économique, scène internationale et perception globale. En Europe, le ton change. D'abord qualifiée d'initiative populiste, la politique agricole d'Ibrahim Traoré est désormais étudiée dans les universités comme un cas d'école de résilience stratégique. Les institutions financières revoient leurs prévisions. Même les ONG, jadis critiques, s'adaptent. Elles investissent dans les filières locales plutôt que d'importer de l'aide. Ce renversement d'attitude souligne une vérité que les chiffres seuls ne suffisent pas à dire. Quand un pays prouve qu'il peut se nourrir seul, le monde est forcé de le regarder autrement. En somme, la trajectoire du Burkina Faso illustre une révolution silencieuse, celle d'un peuple qui, sous l'impulsion d'un leader décidé, a converti une sanction en moteur d'émancipation. Le manioc, racine modeste, est devenu le ferment d'une renaissance nationale et régionale. Dans un scénario de base, consolidation et expansion continuent. Si la dynamique actuelle se maintient, le Burkina Faso pourrait renforcer sa position régionale d'ici la fin de l'année. Les exportations de manioc transformé augmenteraient, tout comme les investissements dans les infrastructures logistiques et énergétiques. Les coopératives se stabiliseraient et la confiance des producteurs serait consolidée. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré obtiendrait ce qu'aucun dirigeant n'avait atteint depuis des décennies. Un modèle d'autonomie qui s'entretient sans aide extérieure. Dans un scénario optimiste, diffusion du modèle africain. Si l'élan dépasse les frontières, le modèle burkinabé pourrait s'exporter vers le Sahel. Le Ghana, le Mali et le Niger adopteraient des politiques similaires de diversification agricole. Des partenariats avec le Brésil ou la Chine soutiendraient la formation, la transformation et l'énergie renouvelable. Dans ce cas, le Burkina Faso deviendrait un hub agrostratégique, un catalyseur de la souveraineté continentale. Le leadership d'Ibrahim Traoré, perçu jusque-là comme nationaliste, se transformerait en influence panafricaine. Dans un scénario plus difficile, chocs externes et vulnérabilités internes. Si les sanctions se durcissent ou que les conditions climatiques se dégradent, la production pourrait fléchir. Les infrastructures solaires, encore fragiles, seraient sous pression. Des tensions politiques internes ou un désengagement communautaire fragiliseraient les coopératives. Le pays risquerait alors un retour à la dépendance partielle. Cependant, même dans ce scénario, l'expérience acquise, les réseaux d'agriculteurs formés et les structures locales créées sous la direction d'Ibrahim Traoré constitueraient un capital de résilience inédit pour le pays. Entre ces trois voies, une constante demeure. La transformation ne peut se maintenir qu'à travers la cohésion nationale. La souveraineté alimentaire n'est pas une ligne d'arrivée, mais une discipline collective. Et, quelles que soient les conjonctures, le Burkina Faso a prouvé qu'il sait tourner la crise en ressources. Dans les rues de Ouagadougou, on entend désormais une phrase que les enfants répètent fièrement. C'est nous qui nourrissons notre pays. Ce changement d'attitude résume à lui seul la transformation burkinabé. L'histoire racontée par Ibrahim Traoré n'est pas celle d'un chef d'État solitaire, mais celle d'un peuple qui s'est réapproprié son destin. Les images diffusées à la télévision montrent des femmes souriantes dans les champs, des jeunes qui construisent des silos, des coopératives animées par la même conviction. Produire, c'est exister. Ces visages donnent chair à une idée que beaucoup jugeaient abstraite, la souveraineté alimentaire. Pour le public, cette expérience burkinabé soulève une question intime. Que pouvons-nous apprendre d'eux ? Peut-être qu'il est temps, dans chaque pays, d'interroger nos propres dépendances, alimentaires, énergétiques, symboliques. Si eux ont su redonner sens à la terre, nous pouvons, à notre échelle, repenser notre rapport à ce que nous consommons. Les petites actions comptent. Acheter local, soutenir les producteurs, valoriser les circuits courts. Ce ne sont pas des gestes anecdotiques, mais des prolongements de la philosophie portée par Ibrahim Traoré, celle d'un équilibre entre dignité, autonomie et solidarité. Parce que l'histoire du Burkina Faso n'est pas qu'un récit africain. C'est un miroir tendu à chacun de nous, rappelant qu'un changement collectif commence toujours par une graine plantée quelque part. Pour que la révolution agricole du Burkina Faso dure, une organisation méthodique s'impose. Ibrahim Traoré l'a dit clairement.
La souveraineté n'est pas un événement, c'est une discipline. Le plan s'articule aujourd'hui autour de 5 axes d'action précis. Renforcer la production. Les coopératives doivent continuer à diversifier les cultures. Si le manioc reste central, le mil, le sorgho et le soja seront intégrés au cycle agricole d'ici 1 an. Ce mix permettra de réduire les risques climatiques et de stabiliser les revenus. Former et transmettre. Des programmes d'apprentissage ruraux formeront 20 000 jeunes à la culture, la transformation et la gestion des ressources locales. L'idée est simple, chaque province forme ses propres experts. Moderniser les infrastructures. De nouvelles routes et entrepôts sont prévus pour relier les zones rurales au centre de transformation. L'énergie solaire restera prioritaire pour garantir l'autonomie des villages éloignés. Ouvrir les marchés régionaux. Le Burkina Faso négocie avec le Bénin et le Ghana la création d'un corridor agricole commun. Ce projet vise à faciliter la circulation des produits transformés et à créer un label Made in Sahel. Suivre et évaluer. Un comité mixte, gouvernement, coopérative, université, publiera tous les 6 mois un rapport sur les rendements, les exportations et les innovations. Ces étapes concrètes traduisent une idée clé. La souveraineté ne s'improvise pas, elle se mesure. Et sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso en fait la démonstration jour après jour. Dans les plaines du Sahel, les mêmes vents qui apportèrent la sécheresse transportent aujourd'hui une odeur nouvelle, celle des champs de manioc en fleurs. Le paysage a changé, mais plus encore, la manière dont les Burkinabés se perçoivent. Là où régnait l'attente, il y a désormais l'action. Là où dominait la dépendance, s'élève la dignité. À Kougou, Idrissa, le jeune paysan de nos débuts, contemple sa 2e récolte. Il n'a plus besoin d'aide étrangère ni de subventions. Son champ suffit à nourrir ses enfants, à vendre au marché, à inspirer ses voisins. Cette scène simple résume la promesse tenue par Ibrahim Traoré, redonner au peuple la maîtrise de sa terre et de sa fierté. Ce mouvement n'est pas une fin, mais une renaissance. La révolution du manioc a germé dans une crise et s'épanouit dans une conviction, celle que la liberté commence par le droit de se nourrir soi-même. Et dans cette leçon silencieuse du Sahel, une phrase résonne encore. La dignité pousse comme le manioc, lente mais sûre. L'histoire du Burkina Faso n'est plus seulement celle d'un pays, mais d'une idée. Sous la vision d'Ibrahim Traoré, une nation entière a prouvé qu'un peuple uni peut transformer une sanction en moteur, une crise en conquête. Le manioc n'est plus un simple aliment, il est devenu un symbole d'émancipation, un langage commun entre terre, travail et dignité. Aujourd'hui, cette transformation inspire bien au-delà des frontières. Elle nous rappelle que chaque société, quelle que soit son histoire, détient en elle les ressources de sa propre indépendance. Nourrir sa terre, c'est nourrir son avenir. Et si le message du Burkina Faso n'était pas seulement africain, mais universel, si la clé du changement global commençait dans ces gestes humbles, planter, cultiver, partager,